Les dernières images qui nous parviennent peuvent signifier qu'une première ligne de défense russe aurait été franchie. Pas les énormes lignes avec les dents de dragon, mais une tranchée importante. Il y a plusieurs lignes, on a vu qu'il y en avait 4, 5, jusqu'à 6, étalées sur une trentaine de kilomètres. Donc attention, on est loin de la percée qu'on attend pour la grande offensive. Mais enfin, est-ce qu'on est sorti de ce qu'on appelle la zone grise pour franchir déjà une première ligne de défense? Voici les indispensables. D'abord les faits avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces images, quelles sont ces informations? Eh bien, ce sont des scènes de combat, David, qui sont diffusées et qui montrent effectivement, vous l'avez dit, ce qui ressemble au passage d'une ligne de défense russe. Vous la voyez, celle-ci, nous sommes dans le Donbass, dans la région de Donetsk, pas très loin de Bakhmout. Et cette avancée, elle a été capturée grâce à un drone de surveillance ukrainien. On voit d'abord ici une opération de déminage avec une corde explosive qui permet de faire sauter des engins sur une grande étendue de terrain. On voit le véhicule tirer à plusieurs reprises pour dégager le chemin. Vous voyez une seconde explosion. C'est alors que les blindés avancent. 3 véhicules progressent tout en faisant feu vers les fourrés. Les soldats estiment alors que le terrain est suffisamment dégagé pour poursuivre à pied. Ils avancent et les Russes, eux, vous allez le voir, semblent battre en retraite. Vous les apercevez ici sur ces images. Selon Kiev, 35 soldats russes ont été tués lors de cet assaut, d'autres faits prisonniers. Un peu plus tard, David, une séquence confirme l'avancée. Ici, vous le voyez, un soldat plante le drapeau ukrainien sur le barrage de Kurdimivka, occupé jusque-là par les Russes. Les Ukrainiens auraient gagné 1 à 2 kilomètres. L'autre stratégie ukrainienne, ce sont les frappes en profondeur. Et il y en a eu plusieurs ces dernières 24 heures dans la région de Zaporijjia. La nuit dernière à Melitopol, on va le découvrir dans la région donc de Zaporijjia. Melitopol, on sait que c'est une ville stratégique pour les Ukrainiens, car c'est là qu'ils espèrent couper le front russe en deux. Sur cette image, sur l'image suivante que l'on va découvrir, c'est un dépôt de munitions russes qui a été visé à Melitopol. Des explosions rapportées aussi dans la région, à Tokmak, Mikhalivka hier soir et ce matin dans la ville de Polowy. D'un mot, Aurélie, l'analyse qu'on fait depuis un mois environ qu'a commencé cette offensive, selon laquelle, et vous avez été aussi l'un des premiers à le dire, Michel Goya, selon laquelle on utilise 2, 3 brigades sur les 15 ou 20 qui étaient prévues pour cette offensive. Donc il s'agit plutôt de préliminaires, qu'on cherche l'endroit où on pourra mener la grande opération. Eh bien, cette analyse-là, elle est d'une certaine manière revendiquée officiellement par celui qui est responsable des armées ukrainiennes. Et oui, le ministre de la Défense ukrainien, dans un entretien au Financial Times, Oleksiy Reznikov fait savoir que l'Ukraine n'a pas dit son dernier mot. La libération des quelques villages ukrainiens occupés par les Russes n'est qu'un avant-goût de l'offensive, dit-il. Lorsqu'elle se produira, vous le verrez tous. Tout le monde le verra, promet-il. D'après lui, les principales réserves de combattants ne sont pas entrées en action, notamment la plupart des brigades récemment formées en Europe, équipées de chars et de blindés occidentaux. Merci Aurélie. Colonel Goya, on se tourne vers vous et on va se fixer à nouveau sur ces images qu'on découvrait tout à l'heure. Est-ce que vous y voyez, vous, ce qui est revendiqué d'une certaine manière par les Ukrainiens comme étant le premier franchissement d'une ligne de défense russe un peu conséquente qui va au-delà de cette zone grise dont on parle depuis le début? C'est l'abordage d'une ligne de défense, mais conséquente pas forcément. C'est quand même un micro-accrochage. Là, vous avez, je disais tout à l'heure, mon premier métier, c'était ça. J'étais chef d'un engin de ce type et d'un groupe de combat qui avait à l'intérieur. D'un char d'assaut comme cela? Voilà, c'est pas cela, ça ce sont des BMP-2 soviétiques, mais c'est l'équivalent français. Donc là, vous avez une section, enfin plus précisément d'abord, vous avez, très précis techniquement, c'est un UR-77 qui lance des boudins explosifs à l'intérieur des champs de mines pour ouvrir des passages. Et puis ensuite, vous avez une section d'infanterie mécanisée qui approche
de ce secteur qui débarque et qui va reconnaître l'ensemble de la position. On voit bien qu'ils font la progression par le feu, c'est-à-dire qu'ils tirent pas forcément sur les objectifs, sur les gens qui voient, ils tirent sur des zones dangereuses, où ils lancent des grenades éventuellement, et puis ils avancent comme ça et ils reconnaissent toute la position sans véritable combat. On voit les Russes qui évacuent. Ce qui montre bien d'ailleurs au passage, moi ce qui me frappe d'ailleurs, c'est plutôt la faible densité des forces dans ce combat. Les forces russes ? Des deux côtés. D'une manière générale, l'ensemble du front ukrainien, c'est l'équivalent de celui on compare ça souvent avec la Première Guerre mondiale, c'est l'ensemble du front qu'il y avait en France, de la mer du Nord à la Suisse, en dimension. La différence, c'est qu'il y a à peu près 10 fois moins de combattants de part et d'autre qu'en 1914-1915. Donc on est sur des combats qui sont beaucoup plus dilués. Les hommes qui se battent là se battent un peu comme contre du vide, contre des fantômes. Il y a très peu de combats rapprochés où les gens se voient. Je crois que hier, vous montriez aussi des images de soldats ukrainiens qui étaient à l'intérieur d'un champ de mines. Oui. Ces soldats se battent contre des choses, en fait, beaucoup plus que contre des hommes. Ils se battent contre les obus, tout ce qui leur tombe du ciel. Ils se battent contre la mitraille qui leur arrive sur eux. La véritable arme de cette guerre, l'arme principale en tout cas des fantassins, c'est les canons mitrailleurs que vous voyez sur ces engins qui envoient des obus de 30 mm ou autres à 1000 km. Et puis il y a les mines. Donc il faut regarder de partout. Et 80 à 90% des pertes, c'est ça. C'est ça, vous ne voyez même pas d'ennemis. Et donc on vous demande pas forcément d'être héroïque au sens homérique, de duelliste, comme on voit un peu dans les films, des gens qui se tirent dessus. Non, ça c'est pas ça la réalité. La réalité c'est qu'on vous demande d'être stoïcien, c'est de résister, d'entrer dans des zones comme ça extrêmement dangereuses, et puis de résister, de combattre les choses et d'y résister à la pression. Alors maintenant pour revenir précisément votre question. Là, c'est un micro-accrochage. On est sur une petite ligne qui a été prise par les forces ukrainiennes. Maintenant, alors, ils indiquent 35 soldats tués. Bon, c'est leur communication. C'est pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'une manière générale, depuis le 4 juin, depuis que les Ukrainiens ont vraiment lancé leur opération, ils s'emparent de 6 km² par jour. On est sur le rythme de la bataille de la Somme, si on restait dans la comparaison avec la Première Guerre mondiale, bataille que mon grand-père m'avait racontée. Donc c'est de la progression extrêmement petite, très méthodique, sachant que les affaires principales se déroulent, bien, il faut bien être conscient, sur la zone Zaporijia-Donetsk. C'est là où les Ukrainiens ont rassemblé un quart de toute leur force. Un quart de l'âme ukrainienne. On est dans cette zone-là, là ? Non, là c'est un peu plus au nord. Ça, c'est une opération secondaire, en réalité. Non, les opérations se passent au sud, entre Orikiv et Velika Novosilki. Et là, vous avez un quart de l'armée ukrainienne qui est là. Un quart des brigades de l'armée ukrainienne qui prêtes à intervenir, vous voulez dire qui sont déjà intervenus, et puis petit à petit, qui avancent vraiment petitement. Très clairement, on est toujours sur ce qu'on appelle la position de couverture, c'est la position avancée russe on voit la carte, donc un quart de l'armée ukrainienne est entre Orikiv et Velika Novosilka. Mais c'est pareil du côté russe. En face, vous avez un quart de l'armée russe à peu près, il doit y avoir à peu près une équivalence des forces qui se trouvent en face de ces deux flèches. Le reste, ce sont des opérations secondaires, périphériques, qui servent à essayer de fixer des forces de l'adversaire, à peut-être gratter un petit peu, avoir des opportunités. On voit le pont d'Antonovski, ils ont tenté un raid au-delà du fleuve Dniepr, dans la région de Kherson. C'est minuscule comme opération, mais ça permet de fixer des forces russes, d'attirer l'attention, etc. Mais les choses importantes sont entre Orikiv et Velika Novosilka. Orikiv, ça piétine, malgré tout. Velika Novosilka, là, ça a progressé. C'est sur les 160 km² que j'évoquais, qui ont été conquis depuis le 4 juin, vous en avez 130 km² qui sont dans ce secteur. Et là, on aborde, du côté ukrainien, on commence à aborder la ligne de résistance principale des Russes. Donc les choses sérieuses commencent véritablement de ce côté-là, et c'est de ce côté-là qu'il faudra regarder plus précisément. D'accord. Et selon vous, le calendrier, c'est-à-dire vous dites 4 juin, oui. Nous sommes le 28 juin, oui. Ça fait donc 3 semaines et demie. Parce qu'on disait au départ, bien sûr, c'est les opérations préliminaires. Si ça dure trop longtemps, on pourra commencer à s'inquiéter pour cette offensive ukrainienne. On n'en est pas là encore.
Non, vous savez, les Russes, lorsqu'ils ont lancé leur opération de conquête du Donbass, donc c'est après la phase initiale, tentative de s'emparer de tout, mais lorsqu'à partir du mois d'avril, ils se sont concentrés sur la région du Donbass, ils ont combattu pendant 3 mois d'affilée. Cette opération a duré 3 mois d'affilée. Ils ont fini par s'emparer de Severodonetsk, Lysychansk, Mariupol, etc. Puis au bout de 3 mois, en fait, ils n'en pouvaient plus. Donc c'était la limite, c'était 3 mois. Lorsque les Ukrainiens eux-mêmes ont lancé des séries de contre-attaques, des opérations offensives, pour dire plus justement, dans la région de Kharkiv en septembre ou dans la région de Kherson, là aussi, ça a duré à peu près 3 mois. Au bout de 3 mois, on a à peu près épuisé notre potentiel. Donc, on en a, dans cette affaire-là, on en a encore pour le potentiel ukrainien, et russe d'ailleurs, mais le potentiel ukrainien est à peine entamé, en réalité. Si on fait le total des pertes, on doit être sur 5 à 10% de pertes des équipements, des brigades qui sont engagées. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel. Il y en a pour quelques semaines, pour quelques mois. Pour l'instant, ça progresse très peu, il faut être très clair là-dessus, mais les choses peuvent évoluer très vite, c'est ça. C'est-à-dire qu'on espère faire craquer à un moment donné. Sur cette ligne, elle fait 100 km de front, vous avez 30 km de défense en profondeur des Russes. Donc vous avez si je compte bien, ça fait 3000 km². Donc pour l'instant, on progresse à 6 km² par jour, donc c'est peu, mais ça peut craquer. Et là, s'ils obtiennent une percée d'un côté ou de l'autre, mais probablement plutôt du côté de Velika Novosilka, les choses peuvent s'accélérer ensuite. C'est ce qu'espèrent les Ukrainiens. Merci pour ce tableau général. Vous voulez dire un mot, Vincent ? Très rapidement, je pense qu'il est quasiment impossible de tirer des conclusions formelles des escarmouches que l'on vient d'examiner, parce qu'on est à l'évidence là sur une ligne défensive russe légère qui n'a rien à voir avec les strates défensives robustes qui ont été mises en place. Et surtout, ça nous dit la capacité effectivement à mener un coup de main d'une manière méthodique et cohérente, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur la capacité de vraiment percer suffisamment des lignes de défense durcies pour que des brigades qui n'attendent que ça puissent vraiment s'y engouffrer et changer la donne. Donc pour le moment, j'observe que dans les états-majors occidentaux et chez les alliés sincères de l'Ukraine, on a pour habitude maintenant de dire que la contre-offensive tente à patiner. Donc on attend vraiment des percées plus significatives.